Bonsoir Alain Bauer. Merci d'être mon grand témoin. Dans un instant, invité franc-parler pour évoquer la conquête de l'Ouest chez Fayard, la vérité sur l'immigration. C'est le 3e volet de votre série. C'est une histoire sur plusieurs continents, de la Genèse à nos jours. Et c'est aussi un plaidoyer pour l'intégration, la vraie, celle que nous avons abandonnée. L'invitation de Maïté Frémont, interview juste après. Si on vous invite Alain Bauer, c'est que vous, le spécialiste des questions de sécurité, de défense et de renseignement, vous nous livrez un nouvel ouvrage, La conquête de l'Ouest, la vérité sur les migrations. Crise de la natalité, des réfugiés, de l'identité, les épidémies et les migrations climatiques. 500 pages pour questionner le devenir sédentaire et les enjeux démographiques. Le fait de pouvoir quitter un espace, une société, semble correspondre à la première des libertés, puisqu'elle permet de reconstruire, de recommencer autre chose ailleurs. Dans votre essai, vous préconisez de nous attacher à notre récit national et non pas à un roman national fantasmé. Le roman national, qui devient parfois récit et souvent fable, se remplit de la liste des exploits, conquêtes, élargissements des territoires et illustrations géographiques des pulsions impériales. Les sociétés occidentales auraient-elles plus peur du flux que de leur propre situation démographique ? Ce soir, Alain Bauer, loin des postures, vous fait appel à l'intelligence des citoyens. Et bienvenue sur ce plateau, Alain Bauer. Merci d'être avec nous. Le débat en France fait rage sur l'immigration. En témoignent encore les mots du Premier ministre François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire dans notre pays. Il a fait sursauter la gauche. On vient d'en parler, au point même d'avoir mis en péril, même si elles ont repris ces discussions budgétaires. Est-ce qu'il a raison, le Premier ministre? Est-ce qu'en France, par endroits, les Français ne reconnaissent plus leur pays? Je ne sais pas qui arrive à sortir dans la rue de ce magnifique bâtiment qui est l'Assemblée nationale, qui rencontre des électeurs, qui prend le métro, qui va boire un café, qui discute avec les gens. Moi, j'entends ça de manière assez régulière. Tous les samedis ou dimanches, je fais une conférence publique sur un sujet d'actualité, défense, sécurité, immigration, puisque c'est la série de livres que j'ai essayé de mettre en avant pour que chacun se fasse sa propre opinion à partir des faits. Moi, je n'en ai pas d'opinion. Je regarde ce que sont les choses et je laisse les gens... Mais vous avez une explication. Oui, c'est intéressant. Mais ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une posture, c'est un choix. La clé d'explication à ce sentiment de submersion, c'est parce qu'on a échoué à intégrer. Et vous dites même pas que c'est échoué, c'est qu'on a abandonné. Oui, on a arrêté. Expliquez-nous. En fait, on avait un processus qui est d'ailleurs toujours dans le Code civil. Le Code civil parle d'assimilation. Pour devenir français, il faut être assimilé. Pour assimiler par la langue, la culture, etc. Définition par rapport à l'intégration, la différence. L'assimilation, c'était la rupture avec les racines. C'est comme ça que ça a été compris. Et les premiers qui se sont révoltés ne sont pas les étrangers. Ce sont les Bretons, les Corses, les Basques, les Alsaciens. Ceux qui avaient une langue, une culture et qui voulaient bien être français. Les Alsaciens ont même choisi par référendum de revenir en France au moment où la question s'est posée de savoir... dans quel endroit ils voulaient aller. Une partie des Allemands, eux, sont retournés en Allemagne, en Sarre. Mais nous avons considéré à juste titre que l'assimilation, c'était trop. Mais la France, entre trop et rien, elle ne sait pas faire entre deux. Au milieu, comme dirait M. Bayrou, en tout cas sa marionnette. Vous êtes dur, d'ailleurs. Vous parlez de désagrégation volontaire de l'État. Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing, on va le voir s'afficher, est-ce que ce sont ces années-là, les années 70, il a accéléré le processus. Le responsable? Il a accéléré le processus. Mais les premières vagues d'immigration où nous sommes allés chercher des étrangers et leurs familles, c'est 1920, pour répondre à un drame, une tragédie qui a été la Première Guerre mondiale. Nous avons perdu 3 millions de citoyens. 3 millions. La démographie française s'effondre. Nous n'avons jamais rattrapé ce désastre historique qui en plus a été rajouté par 1 million, un peu plus d'1 million en 39-45. Et donc, depuis, nous courons derrière des bras et des enfants. Des bras pour la main-d'œuvre. Que nous ne faisons... Attends, pour la guerre d'abord. D'abord pour la guerre. La main-d'œuvre ensuite. Parce que j'en viens aux années 70. Pour payer les retraites. Car les trois sujets, et c'est pour ça que je ne veux pas traiter de l'immigration sans traiter de la démographie, c'est la démographie qui crée l'appel d'air migratoire, rien d'autre. Les conquêtes territoriales, nous avons tous oublié nos conquêtes territoriales. Vous êtes française? Oui. Moi aussi, mais pourtant nous portons le nom de nos envahisseurs, car nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, ni à vous ni à moi.
D'ailleurs, parce qu'on a créé un roman national pour unifier le pays. C'est Philippe Auguste qui a commencé. Les Francs sont nos envahisseurs, mais nos ancêtres sont les Gaulois. Bien sûr. Philippe II Auguste a créé pour la première fois l'idée qu'il y avait il était roi de France et pas seulement roi des Francs, mais il n'était pas roi des Français. Car le français tel que nous le considérons, la nationalité française, elle apparaît avec la Révolution française. Avant, tous les sujets du roi présents sur le territoire, d'où qu'ils viennent, sont des sujets du roi. Mais ils ne sont pas français pour autant. La nationalité vient avec la Révolution. Non, avec la Révolution. Le roman national vient avec la Troisième République qui veut créer une idée nationale formidable, mais c'est un roman. C'est un roman et ça n'est pas un récit. Et le récit national, il est à côté. Moi, je suis pour réconcilier roman et récit, afin de créer la capacité pour tout un chacun de comprendre que notre problème, c'est dans un pays où l'État a créé la nation. L'État a créé la nation. Partout ailleurs, des nations ont créé des États. C'est notre singularité. C'est notre singularité. Alors justement, qu'est-ce qu'être français, puisque vous nous ramenez à la Révolution ? Il faut retrouver cette capacité d'intégration. Pardon. Qu'est-ce qu'être français ? Puisque vous nous ramenez à la Révolution française, qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au fond, nos politiques ont bien du mal à partager la même réponse? D'abord parce qu'ils ne lisent pas suffisamment, comme diraient certains. Ils ont un petit problème de la note de synthèse de l'ENA, c'est bien, mais c'est du bachotage. Les étudiants, ils ont une capacité à aller au-delà du bachotage et du recto verso. C'est une partie du problème, c'est que nous définissons tous les valeurs de la République. Faites une interro écrite, vous allez voir, ça va être intéressant. Les valeurs de la République, c'est un mélange entre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la proclamation du Conseil national de la résistance. Voilà ce qu'est la France. La France, c'est ça, et c'est Philippe Auguste qui dit « Je suis le roi de tous ceux qui sont sur le territoire ». C'est Louis XI qui dit « Je réunifie le territoire ». C'est évidemment Napoléon Bonaparte qui lui donne une dimension qu'il n'a jamais connue. C'est Charles de Gaulle qui imprime l'esprit de la résistance et qui donne à tous les Français, et heureusement aux tirailleurs sénégalais et à quelques autres dont on bafoue les sépultures, la capacité pour ce pays de retrouver son indépendance. Donc ce sont des valeurs et une histoire. Mais elles sont Quand écrites. on a vu Valéry Giscard d'Estaing tout à l'heure, je voulais vous faire enjamber un peu plus dans le temps, mais vous avez bien fait de me rappeler au creuset du roman national. Les années 70, vous dites que c'est un accélérateur d'avoir arrêté l'intégration. À cause de la fin de la souveraineté. Ah non, c'est pas l'intégration qui s'arrête, c'est la fin de l'idée de souveraineté. Car Valéry Giscard d'Estaing et toute la classe politique mondiale de l'époque décident que le moment est venu de l'intégration et de la globalisation heureuse. Et la globalisation heureuse va nous tenir jusqu'à 1999. Pendant 50 ans, pas 50 ans, on va dire ouverture des frontières, 25 ans, nous allons ouvrir les frontières, ouvrir au travail, décider de perdre notre souveraineté industrielle, perdre notre souveraineté sanitaire, perdre notre souveraineté militaire, perdre notre souveraineté sécuritaire, élargir nos frontières en les sous-traitant aux plus pauvres et aux moins agiles d'entre nous, c'est-à-dire les Grecs et les autres. Et donc, à un moment donné, nous avons cru que tout le monde allait s'aimer à cause de l'économie. Mais ce n'est pas vrai. Et la démonstration en a été faite au moment où il y a la crise de l'ex-Yougoslavie, au moment où l'OTAN, l'Alliance Atlantique, décide de mettre fin aux exactions serbes contre les populations musulmanes kosovares. À ce moment-là, il y a une rupture dans l'idée même que nous allons, par l'économie, régler les problèmes politiques. Vous dites, Maître, qu'à cette période, on a cru que les immigrés viendraient pour repartir. Oui, les CDD. Il y avait cette immigration en CDD. Ben oui. Mais comment on a pu faire cette forme d'erreur? Il faut être aveuglé. C'est comme quand on croit que la guerre ne va plus avoir lieu, que la Russie n'envahira pas l'Ukraine, que Donald Trump ne va pas être élu, que s'il est élu, il se transformera en démocrate alors qu'il est Donald Trump, qu'il fait du Donald Trump. Bref, nous nous illusionnons parce que nous n'acceptons pas le réel. C'est un biais cognitif que j'enseigne à l'école de guerre, donc c'est assez facile. Pourquoi pensez-vous qu'alors qu'on sait tout et qu'on voit tout et qu'on a les mêmes photos que les Américains, n'avons pas cru que les Russes envahiraient l'Ukraine? Parce qu'on ne voulait pas y croire. C'est tout. Alors vous citez Donald Trump et il y a ce mot de retour des empires, il y a cette idée. Le grand réveil des empires. Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'on est encore choqués. On avait compris pour Poutine, on avait vu aussi les projets économiques à travers les routes de la soie de Xi Jinping, et maintenant Donald Trump qui part à l'assaut du Groenland. Jinping, les routes de la soie et Taïwan. Et Taïwan, on n'oublie pas le territoire. Non mais il a dit qu'il envahit Taïwan. Les dictateurs disent toujours ce qu'ils vont faire et font toujours ce qu'ils disent. Il n'y a que nous qui ne croyons pas
qu'ils vont le faire. Et c'est valable pour toute une série. Non, Donald Trump. Nous parlons de la Turquie. Eux, ils se pensent Empire ottoman. Nous avons oublié que l'Empire ottoman a existé. Nous parlons de l'Iran, mais eux, ils se pensent la Perse. Donc on revient aux invasions barbares d'avant, même avec Donald Trump? C'est ça l'idée? Le Groenland, Panama, le Canada? Le Groenland appartenait aux États-Unis. C'est les États-Unis qui, en 1867, l'ont découvert. Le Commodore Perry occupait les 2 tiers du Groenland en 1888. La Norvège et le Danemark n'occupaient qu'un tiers du Groenland. C'est une histoire ancienne. Et la souveraineté n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'hier. Donc c'est un concept qu'il ne comprend pas. Est, par exemple, pas membre de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne a-t-elle laissé le Groenland sortir de l'Union européenne après 1979? Il appartient au Danemark, le Groenland. Oui, mais il n'est pas dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas regardé, que ça ne nous intéressait pas et qu'on s'en foutait comme de l'an 40. Nous sommes des ignares, des incultes et des idiots et des lâches. Globalement, tous. Et nous avons tous laissé faire parce que tout le monde allait s'aimer. Ce n'est pas vrai. Charles de Gaulle, utilisant un texte de quelqu'un d'autre, expliquait que les États n'avaient pas d'amis, ils n'avaient que des intérêts. Nous avons oublié. Quelqu'un a dit, il y a très longtemps, Vergès, que si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Nous avons préparé la paix. Nous avons donc la guerre. Donc le problème, il n'est pas que nous ne savons pas... Vous nous appelez à réarmer nos démocraties? Bien sûr. Déjà d'un point de vue mental. Mental et défense. Et défenseur. D'ailleurs, il y a un débat sur le budget. Malheureusement, nous avons étripé notre armée, qui est aujourd'hui expéditionnaire et échantillonnaire, qui a un peu de tout, beaucoup de rien, et qui, au vu de toutes les études qui sont faites sur l'armée de terre, l'armée de l'air et les autres, moi je suis réserviste aérien, je suis terrorisé par l'état de notre armée de l'air et de sa capacité à résister. Nous venons de récupérer aujourd'hui, la semaine dernière, les Rafales commandées en 2009. Bon. On avance quand même en matière de budget. On met un peu plus de moyens. On se rattrape. Je voulais vous poser la question quand même pour vous ramener à la question migratoire, toujours aux États-Unis. Comment vous regardez ces expulsions massives qui sont à l'œuvre? On l'a vu en Colombie, on voit. Elles ne sont pas massives. C'est du show business. En tout cas, c'est ce qu'il Il y a 13 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis, dont 11 millions travaillent. Ils représentent 5% de la force réelle de l'économie américaine. La démographie américaine ne vit et ne survit, elle est aussi en mal en point que la nôtre. Nous avons atteint le taux de fécondité le plus bas depuis la guerre, 1,62. Les États-Unis, c'est pire. Ils ne survivent et ils ne se développent que grâce à l'immigration. Donc évidemment, dès que Donald Trump a dit on va virer tout le monde, ceux qui ont élu Trump veulent arrêter l'immigration. Ça, c'est un fait. Non, mais alors, certains oui, d'autres non. Je veux dire, à la fin de la fin, je vous fais le pari qu'à la fin du mandat de Donald Trump, il y aura autant d'immigrés clandestins ou régularisés aux États-Unis qu'il y en avait à son début. Merci. Et vous faites le pari d'un réveil, celui des nations accueillantes mais intégrantes, ouvertes, mais fières de leurs valeurs, reconnaissant les parcours et les cultures qui enrichissent les sociétés sans se perdre dans un tourbillon de nouveautés. Je voulais vous citer en guise de conclusion.